Bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à ce nouvel épisode de BIA DD Dodgers du Canada. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons suivre l'unité nord-américaine de la première force d'opération spéciale, le First Special Service Force, alors qu'ils vont débuter leur avance à partir de la tête de pont de Anzio jusqu'à la libération de Rome le 15 juin 1944. Et pour nous raconter cette histoire, nous avons un invité spécial, M. Gianni Blasi. Puisque nous sommes à Rome, nous allons en profiter pour revivre un événement historique lorsque le Royal 22e Régiment fut reçu en audience privée avec le pape Pie XII. Ensuite, nous allons poursuivre notre avance 180 km vers le nord jusqu'au lac Trasimeno, qui est le site d'une bataille très importante dans l'histoire du Ontario Tank Regiment et le régiment de Trois-Rivières, connu aujourd'hui sous le nom de 12e Régiment blindé du Canada. Formée au mois d'août 1942, la première force d'opération spéciale était une unité de super commando provenant des États-Unis et du Canada. Campée au fort William Henry Harrison à Helena au Montana et sous le commandement du colonel Robert T. Frederick. D'une grande forme physique, ils étaient entraînés au parachutage, à la guerre hivernale avancée, la guerre en montagne, les arts martiaux, la démolition, les patrouilles derrière les lignes ennemies, et les opérations amphibies. Leur premier déploiement fut dans l'archipel des îles Aleutiennes, près de la côte de l'Alaska, plus précisément sur l'île de Kiska, pour repousser les Japonais hors des îles. Heureusement, les Japonais s'étaient repliés avant leur arrivée, ce qui devenait une opération sans combat, mais qui confirma plusieurs des techniques apprises qui seront utiles en Italie. À la fin de novembre 1943, la force arriva en Italie. Leur première tâche fut de capturer une série de sommets de montagnes à la Winterline, plus précisément au col de Mignano, un passage étroit qui donnait accès à la vallée de la Léry, et à partir desquels les Allemands avaient stoppé l'avance des Alliés pendant plus de 90 jours. C'était une tâche idéale pour la force nord-américaine. Le 3 décembre, après 2 jours d'approche et d'ascension difficiles sur le mont La Defensa, le 2e régiment surprit les Allemands derrière leur position. Après 2 heures de combat légendaires, le mont La Defensa était capturé. Par la suite, la première force d'opération spéciale captura les monts Rametania, la colline 720 le jour de Noël. Ensuite, le village de Radicosa et finalement le mont Majo en janvier 1944, qui fut un autre fait d'armes exceptionnel puisqu'ils repoussèrent pas moins de 47 contre-attaques allemandes dans l'espace de 2 jours. Malheureusement, des 1800 hommes de la force qui arrivèrent à la Winterline le 1er décembre 1943, seulement 400 d'entre eux descendirent des montagnes le 10 janvier 1944. La force a subi 78% de pertes. Après un temps de repos et avoir reconstitué leur nombre, la première force d'opération spéciale débarqua à la tête de pont de Anzio en mars 1944 et établit leur position défensive du côté sud de la tête de pont, le long du canal Mussolini. Le colonel Frédéric ne perdit pas de temps
et ordonna une routine de patrouille nocturne de combat dévastatrice. Laissant derrière eux leur carte de visite, le pire est encore à venir, ce qui eut l'effet désiré sur le moral des Allemands et les força à reculer, formant ainsi une zone tampon de 2 km entre eux et la force. Le 27 mai, après 100 jours de position défensive, la force prit la tête de l'avance du 6e corps américain en direction de Valmontone et ensuite Rome. Maintenant, allons rencontrer M. Gianni Blasi qui nous racontera l'avance et la capture de Rome par la première force d'opération spéciale. La force était à la tête de pont. Leur objectif principal était de traverser la route des Apennines et la voie ferrée. Mais tandis qu'ils avançaient, les vétérans m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de chaos, tellement qu'à un certain point, ils se retrouvèrent devant les chars blindés. Les chars étaient derrière et eux devant. C'était très compliqué de savoir dans quelle direction avancer et ce qui se passait. Lorsqu'ils se sont finalement réorganisés, ils ont monté le mont Arestino. Du mont Arestino jusqu'à Cori, de Cori vers Rocca Massima, et ils sont arrivés par le haut de cette montagne. Nous sommes à Artena, là où ils ont établi leur quartier général. OK, nous nous trouvons devant le quartier général de la force, à l'intérieur de la cour du palais Borghese. Et nous sommes sur le dessus de l'entrée de la porte de la haute ville d'Artena, d'où il y a une inscription qui dit « La famille Borghese ». Ce fut le palais d'une des familles les plus puissantes de Rome. D'ici, nous pouvons voir la vallée de vent, incluant la route 6, qui se trouve à environ 2 km d'ici, 1 000 et demi, 2 000 tout au plus. La route 6 vient depuis la vallée de la Liri et passe entre Artena et le bâtiment gris qu'on voit là-bas. C'est le village Valmontone. Et c'est là que les Allemands ont leur position défensive. Ils ont dispersé leurs chars Tigre, additionnés par toutes sortes d'armements lourds, des chars Léopard et armes anti-chars, et ils tiraient avec efficacité sur Artena. La force est descendue dans la vallée. À partir du quartier général, ils avaient une vue parfaite de la situation. Oubliez toutes les maisons que vous voyez ici maintenant. Il n'y avait rien de tout cela, excepté des champs agricoles. Donc, la force a tenté de les mettre hors combat, mais les positions défensives allemandes ont tenu bon et la force n'a pas réussi à les déloger. Lorsque la 3e division arrivera plus tard, et d'après les photos, nous pouvons constater que les Allemands sont partis et que le combat est terminé. Alors, à partir de ce moment, la force se déplaça vers le village de Colferro et ont suivi la route 6 vers Rome. Ils sont arrivés à Tor Sapiense, qui est une banlieue de Rome, et ont pris 3 directions différentes. Bien entendu, Mark Ratcliffe, avec la Horse Force, est entré le premier en reconnaissance. Donc, c'était l'avance finale pour rentrer dans Rome, et comme ils pénétraient la ville, les Allemands avaient laissé des groupes d'arrière-garde équipés d'un nombre de blindés. Il y avait aussi des tireurs isolés, parsemés ici et là. Plusieurs membres de la force m'ont raconté qu'à tour de rôle, ils prenaient la tête et que chaque fois qu'il fallait passer un coin de rue, celui qui était devant se demandait « Est-ce la dernière intersection que je passe ?» Lorsqu'ils ont terminé de sécuriser la ville, Frédéric fut blessé et transporté à l'ambassade américaine.
Sur le mur de périmètre, autour de l'ambassade, il y a une plaque dédiée Général Robert Triomphe Frédéric. J'aimerais remercier le Diascastère de la communication du Vatican pour nous avoir permis de visiter la Sala Clementina dans le palais apostolique au Vatican. Nous avons pu revivre un moment historique. En effet, le 4 juillet 1944, les membres du Royal 22e Régiment étaient invités à une audience privée avec le pape Pie XII. Présent à cet événement était le major général Vanier, un héros de la Grande Guerre, le brigadier général Bernatchez, le lieutenant-colonel Allard, le capitaine Triquet, le sergent Trépanier et bien d'autres. À la suite de cette audience, les membres du régiment furent invités à une messe spéciale à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. À la suite de la messe, le major général Vanier en a profité pour s'adresser aux jeunes membres du régiment devant la basilique. En plein milieu d'une opération militaire difficile et longue en Italie, je suis certain que les membres du régiment ont apprécié ce moment où ils ont pu renouer avec leur foi, mais aussi ce moment d'humanité. Et je suis convaincu que c'est un événement qui est resté imprégné dans leur mémoire et dans leur cœur tout le restant de leur vie, qu'elle ait été longue ou courte. Juste une histoire rapide ici. Je vais parler de Barney Burns, qui était au Canadian Service Army Corps, qui a été capturé le 24 juillet comme prisonnier, alors qu'il essayait de faire un point un dépôt de munitions en Sicile. Il a été capturé et puis il a été transféré de camp de prisonniers quelques fois pendant son séjour comme prisonnier de guerre. Et le 24 septembre, alors qu'il était escorté par des Italiens qui devaient l'amener à une station de train pour l'amener en Allemagne, il s'est évadé et a pris refuge à l'intérieur du Vatican, alors que les gardiens suisses ne portaient pas attention. Il est rentré à l'intérieur avec deux autres officiers britanniques qui sont évadés avec lui. Et pendant leur séjour au Vatican, ces hommes-là ont participé à un réseau pour aider des prisonniers qui s'évadaient dans la région de Rome à rester cachés puis tout, jusqu'à temps que les Alliés arrivent à Rome ou qu'ils puissent être capables au moins de retrouver leurs lignes ennemies. Je trouve que c'était une histoire très intéressante que dans le Vatican même, il y avait un réseau de prisonniers évadés qui aidaient d'autres prisonniers à évader à rester en sécurité.
Yes. It's supposed to rain and it's not raining yet, so Crossing fingers. croisez les doigts. So we are like first day of shooting in north of Rome, eh? Yes, with our new We're team with member our new here. team member that we picked up yesterday in Rome. Padre Hamilton. Hey, how are you doing, Padre Hamilton? Great. Yeah, happy to be with us today. Awesome. Awesome to be here. And what's your feeling of the day? Nah? Great to, the weather's what it is. Yes. And we take it as it comes. Can you hear them? And great to remember tankers. Right on. And what they did. Après la libération de Rome le 4 juin, les Alliés ont continué leur avance vers le nord de l'Italie. Et l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir interviewer Vernon Dowie, qui était un vétéran du régiment de Trois-Rivières, qui nous a raconté un fait assez intéressant à propos de leur action après la libération de Rome. Et on va écouter Vernon, on va écouter les commentaires de Vernon. We were told by the American general we were not to go into Rome. So Fern Colonel said, fine. He got the whole regiment together, and we went around the outside of Rome, and when the Americans came through, we were there to greet them. From there, we went up to Florence, and then up into the mountains. Alors, au mois de juin, après que maintenant Rome est libérée, les Alliés, les Britanniques, ont continué leur avance vers le nord. À ce moment-là, pendant la première portion du mois de juin, l'avance s'est faite assez rapidement. Le terrain était favorable autant pour les Alliés qu'il était pour les défenseurs. Mais un point aussi à noter, c'est qu'après la bataille de la ligne d'Hitler et la rivière Melfa, les Allemands avaient perdu beaucoup de troupes. En fait, on compte probablement environ 38 000 hommes. Tellement que leurs unités étaient à moitié d'effectifs, certaines unités même à 10 d'effectifs. Kesselring n'avait pas le choix de reculer son armée pour pouvoir se défendre à un meilleur temps et à une meilleure place. Pour ça qu'il est reculé jusqu'aux montagnes Apennines ici, qui sont au nord et à l'ouest du lac Trasimene, pour établir une formidable ligne de défense qu'on a appelée la Gothic Line. Et pour pouvoir se sauver du temps pour établir sa ligne gothique, il y a une ligne temporaire qui a été établie dans la vallée à l'ouest du lac de Trasimene pour pouvoir ralentir l'avance ennemie. En fait, la première brigade du Canada a été attachée avec la 78e division britannique et la 4e division britannique. Le général Lees avait une grande estime pour cette brigade blindée qu'il estimait était sa meilleure brigade blindée dans la 8e armée, avec le plus d'expérience, puisqu'ils ont débarqué à Pachino et ont fait l'avance jusqu'à Rome et vont poursuivre encore leur avance au nord. Alors nous allons découvrir les actions extraordinaires de cette brigade dans la vallée ici du lac Trasimene. Vous voyez ces belles collines ondulées dans lesquelles on est en ce moment, juste près du village de Vaiana. Ce genre de terrain-là est le terrain parfait pour une bataille de chars blindés. Mais par contre, lorsque le terrain est mouillé et saturé d'eau et que c'est de la boue avec de la glaise, c'est terrible pour les chars d'assaut. Et c'est exactement ce qui est arrivé le 25 juin au régiment de Trois-Rivières alors qu'ils supportaient l'attaque du village de Vaiana. L'escadron C était attaché avec la 28e brigade de la 4e division et avait pour objectif de prendre le village. Malheureusement, à cause du manque d'entraînement entre l'infanterie et les blindés, ils ont été séparés et l'escadron C a poursuivi son avance d'environ 900 mètres passé le village. En descendant et en montant ces golets pleines de boue, il y a 7 chars qui ont été arrêtés dans la boue, immobilisés complètement, même que 3 d'entre eux ont perdu leur traque. Vers la fin de la journée,
l'infanterie et les chars ont finalement pu être réunis et ont été capables de battre les parachutistes allemands, les faire sortir de la ville. Ceci était le premier engagement de l'escadron C de Trois-Rivières et le prochain est à venir, le 28 juin, à la bataille de Casamaggiore, qui deviendra une bataille épique pour le régiment de Trois-Rivières. Le 28 juin, l'escadron C du régiment de Trois-Rivières était à environ 2 km au nord du village de Casamaggiore. Pendant 7 heures de temps, ils auront repoussé plusieurs contre-attaques allemandes. En fait, à un certain moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient loin derrière les lignes ennemies lorsque 4 de leurs chars ont été abattus en succession rapide. À ce moment-là, le capitaine Grant, qui a gardé le contrôle des 3 chars qui lui restaient, a dû démonter de son char d'assaut pour pouvoir diriger l'attaque et aussi contrôler le tir de position en position. C'est quelque chose qui est comme pas habituel pour un commandant de char de descendre de son char pour pouvoir diriger la bataille, pour empêcher les Allemands de s'infiltrer entre les chars. Pour cette action courageuse, le capitaine Grant s'est mérité la DSO. Plus tard dans la journée, l'escadron A a réussi à rejoindre l'infanterie britannique et ont pu nettoyer la région des poches de résistance allemande qui restaient. Cette action à Casamaggiore fut l'action la plus meurtrière que le régiment Trois-Rivières a reconnue depuis la bataille de la ligne Hitler et de la rivière Melfa. Cela a résulté en 11 hommes tués et 14 blessés. Le 21 juin, le régiment, l'Ontario Tank Regiment, attaché à la 78e division, à la 38e brigade irlandaise, ont saisi le village de Pucciarelli. Et le 22 juin, ont repoussé plusieurs contre-attaques allemandes pour reprendre le village. Le 23 juin au matin, alors qu'on voulait consolider, fermer notre flanc avec la 4e division qui était sur notre flanc gauche, la 38e brigade a avancé à travers les champs ici en direction de Pescia. Et l'escadron A était sur le flanc gauche, les Irlandais étaient au centre et l'escadron C, lui, était sur le flanc droit en avançant vers Pescia qui est juste comme 1 km, 1000 mètres d'où on se tient. Les Allemands sont sortis vers la gauche pour faire une contre-attaque avec des Panzers. L'escadron A a détruit 2 Panzers et en a endommagé un. Et les Allemands ont reculé. Pendant ce temps-là, l'escadron C, lui, a finalisé l'assaut sur Pescia et consolidé le village avec le régiment irlandais. À la fin de ces engagements du 21 au 23 juin 1944, le Ontario Tank Regiment aurait subi 7 hommes tués et 18 blessés. Et maintenant, nous sommes prêts à continuer l'avance vers la ligne gothique et plusieurs engagements meurtriers qui s'en suivent. Entre le 15 et le 20 août 1944, le 1er corps canadien et la 21e brigade blindée ont dû être déplacés de façon secrète à partir de la région de Perugia jusqu'à la côte adriatique. En fait, les Canadiens sont partis à partir de Foligno jusqu'à Yelsi et pour ce faire, les ingénieurs canadiens, en fait les 2 compagnies, la 12e et 13e compagnie de campagne du Royal Canadian Engineer, ont bâti une route à travers les montagnes, comme qu'on peut voir là-bas, on est dans les montagnes, les Apennine Mountains, ce qu'on appelle en Italie. 200 km de route
en 5 jours ont été faites. C'est un accomplissement extraordinaire d'ingénierie et ce qui a permis de bouger le corps canadien au complet. Et on parle de 280 Bren Carrier, 550 chars d'assaut et 10 500 véhicules roues qui ont voyagé à travers ça de nuit, sans lumière et sans faire de bruit, de façon secrète et puis en dessous du nez des Allemands qui s'en sont jamais rendus compte. L'avance et la capture de Rome par la première force d'opération spéciale aura coûté la perte de 185 Canadiens. Mais après 2 mois de repos et d'avoir reconstitué leur nombre, la première force d'opération spéciale sera l'unité de tête pour l'invasion du sud de la France, le 15 août 1944. À la fin du mois de juillet, le chef d'état-major de la 10e armée allemande, le major général Fritz Wenzel, s'exclama « Si seulement je savais où sont les Canadiens ». Les Allemands étaient convaincus que où serait le premier corps canadien révélerait l'intention principale de la 8e armée. Restez des nôtres, alors que dans notre prochain épisode, nous allons revivre la bataille pour la rivière Foglia et la ligne gothique. Pour BIA-DD Dodgers du Canada, ici Roger, merci de nous suivre. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, Custos Memoria.